Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois à la Maison de l'Amérique latine pour une réunion du laboratoire de la République. Je voudrais remercier tous les intervenants que vous allez voir dans un instant d'avoir accepté de traiter ce thème. Je voudrais souligner pour commencer que ce thème, nous l'avons traité structurellement. L'idée, elle est née notamment à la dernière université d'été du laboratoire de la République à Autun, lorsque Michel Lalande a animé justement déjà les débats sur la laïcité. Nous étions attentifs au fait que nous devions regarder non pas les angles morts, le mot serait trop fort, mais en tout cas les endroits dont on ne parle pas assez, les domaines dans lesquels on ne parle pas assez de la laïcité. On parle souvent de la laïcité à l'école, je suis bien placé pour le savoir, mais la laïcité dans le sport, la laïcité en entreprise, sont des sujets qui restent un peu sous le radar, alors même que des questions qui se posent en France, comme ailleurs d'ailleurs, existent. Et c'est des sujets qui requièrent à la fois le sens de la complexité et le sens de la simplicité, les deux à la fois. Le sens de la complexité parce que les cas sont très variés, les situations nécessitent le sens de la subtilité et le sens du droit, bien sûr. Mais en même temps, il faut de la simplicité, c'est-à-dire afficher des principes clairs et faire en sorte que chaque citoyen les comprenne et les applique. Le modèle du genre, on le sait tous, c'est la loi de 2004 sur le voile à l'école qui, avec simplicité, a posé des choses simples, et ces choses simples ont été respectées ensuite. Et lorsque la République est claire, nette, eh bien, le reste suit, si je puis dire. Et c'est un peu ce que nous devons désirer pour le sport, et sans anticiper sur les débats qui vont avoir lieu, les solutions qui vont être envisagées, les thématiques qui vont être abordées, et ce qui va être dit aussi sur la proposition de loi qui, aujourd'hui, fait l'actualité. Eh bien, nous pouvons au moins avoir ce principe en tête. La laïcité est indépassable, c'est un grand principe de la République, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Le sport se fixe aussi ce type d'idéal, et ça se voit dans la charte olympique. Et il est normal qu'il y ait une cohérence entre cet idéal du sport, qui est un idéal de fraternité et un idéal de liberté, un idéal, je dirais, de sens collectif aussi. Eh bien, cet idéal-là est très voisin des idéaux de la République. Et la laïcité doit permettre de créer cette coïncidence. C'est avec ce type de principe à l'esprit que nous abordons ces débats-là, en espérant apporter justement la dimension structurelle. Il se trouve que c'est très fortement dans l'actualité, eh bien, qu'il en soit ainsi, et que nous puissions éclairer cette actualité par les travaux du laboratoire. Je signale au passage que le 21 mai prochain à Lille, nous avons un débat du même type sur laïcité et entreprise, et que nous souhaitons que sur ce sujet comme sur d'autres, eh bien, les travaux du laboratoire permettent d'éclairer la décision publique, d'éclairer aussi l'opinion publique, et de le faire non pas sur le mode de la colère, ni sur le mode des impulsions, mais sur le mode de la raison, de façon à ce que la République, qui est aussi sous l'égide de la raison, eh bien, puisse avancer et être le modèle dont nous avons besoin au XXIe siècle, quand tant de forces aujourd'hui, à l'extérieur et à l'intérieur, donne des coups de bélier dans la démocratie et dans la République. Donc nous allons avoir ce soir un beau débat, très préparé. Une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont accepté d'y participer et vous tous qui êtes présents pour poser des questions. Et sans plus attendre, je donne la parole à celui qui justement a préparé tout cela, c'est-à-dire Michel Lalande, et que je remercie très beaucoup. C'est comme à l'école, Monsieur le ministre, je vais appeler à la barre un certain nombre de participants, ceux qui vont être la première des tables rondes. Et j'appelle donc Elisabeth Alonso, j'appelle Médéric Chapiteau, j'appelle Quentin Foucault, j'appelle Frédéric Thirier. Vous pouvez vous installer. On va tout de suite commencer par le premier intervenant de cette première table ronde. Donc c'est Médéric Chapiteau, je ne vous le présente pas, parce qu'il est connu comme le loup blanc, dit-on dans le Jura, cher à ton cœur, mon cher. Et il y a une première question que je voulais te poser, et répondre rapidement. Le domaine du sport, tout le monde semble le connaître, et si on fait une interrogation écrite dans la salle, c'est quoi la différence entre une ligue, une fédération, un club? Je suis pas sûr que ce soit intuitif. Est-ce que tu peux, en quelques mots, ou quelques phrases, nous vraiment nous présenter cette architecture tellement complexe pour qu'on essaie de, avant, comme l'a dit le ministre, s'emballer
solutions, etc., qu'on commence déjà par comprendre un phénomène qui est très complexe. Merci Michel. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a toujours l'impression, c'est comme l'équipe de France de football, tout le monde est persuadé qu'il est sélectionneur et qu'il est capable de faire la meilleure équipe qui soit. La difficulté, c'est que le sport n'est pas si simple en fait. Il faut distinguer deux grandes catégories, le sport institué et le sport non institué. Sport institué, c'est-à-dire le mouvement sportif, les fédérations pour faire court. Sport non institué, ça peut être le sport privé ou des associations qui ne sont pas affiliées aux fédérations. Et les règles de la République ne s'appliquent pas de la même manière. C'est pour ça que c'est très difficile de trouver une solution qui convienne à tout le monde, parce qu'automatiquement, on va tomber dans la stigmatisation et l'amalgame à un moment où on a le premier élément. Le système des ministères, vous avez le ministère de l'Éducation nationale et sa déclinaison dans les territoires, c'est le rectorat et c'est les délégations académiques au niveau départemental. Ben, c'est le même système avec une fédération. La fédération, son organe déconcentré dans les régions, ça s'appelle le plus souvent une ligue ou un comité, et dans un département, c'est un comité départemental le plus souvent. On a toujours l'impression que c'est le ministère des Sports qui gère le sport en France, c'est faux. La plupart du temps, c'est le Comité national olympique sportif français qui gère les fédérations dites agréées ou délégataires. Par contre, le ministère, en donnant des agréments et des délégations, a un pouvoir de contrôle et de financement de ces dites fédérations. Donc, tout ce patchwork, il faut arriver à l'identifier pour pouvoir apporter les bonnes réponses aux différentes situations. Je vous donne en aparté, sans trop le localiser, j'ai la chance d'intervenir auprès d'un service, je dirais, de force de sécurité intérieure qui veut comprendre comment fonctionne le sport. Je commence toujours par un test avec 4 photos pour leur expliquer la situation, pour voir s'ils sont capables de trouver la bonne réponse entre sport institué ou non institué. Je peux vous garantir que 80% de la salle se plante. Donc je leur dis, bah alors comment vous faites pour faire une note à votre préfet ou à votre hiérarchie si dès le départ vous n'avez pas le bon niveau de connaissance? Et en fait c'est exactement la problématique qu'on va traiter ce soir, c'est de trouver le bon tempo et la bonne analyse par rapport à la situation. Une règle commune, comme ça a été évoqué par le ministre précédemment, moi je l'appelle de tous mes voeux, c'est ce qui permettra de la simplicité, mais ça ne répondra pas à toutes les situations sur le territoire national, ça ne pourra se concentrer que sur une partie. Donc voilà pour ces 2-3 phrases qui est un peu plus longue, je m'en excuse. Moi, ma première intervention sur cette table ronde, c'est plutôt d'expliquer le constat qui se passe aujourd'hui et l'usage qui est fait, notamment de la proposition de loi et du récent rapport parlementaire sur le sport. Le premier constat qu'il y a à faire, c'est qu'on se trompe dans les éléments de langage. On ne parle que du voile, donc c'est-à-dire qu'on oriente toute la discussion autour d'une problématique religieuse, alors qu'en fait, le texte de loi parle de signes ostentatoires politiques ou religieux. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'il se rapproche de la loi de 2004. Et c'est en ça qu'il se rapproche d'une autre règle qui est méconnue dans le sport, c'est la règle 50.2 de la charte olympique qui sera évoquée tout à l'heure. Je crois que c'est fondamental de rappeler ça. Parce que sinon, on polarise les débats et on tombe tout de suite dans les travers de la discussion et on ne pourra plus échanger. Parce que automatiquement, on va avoir des positions tranchées sur le sujet et c'est dramatique. Ce qui est intéressant dans les différents travaux, notamment les travaux parlementaires, c'est qu'il y a eu un corpus relativement important d'acteurs de terrain qui a été entendu par les parlementaires pour essayer de comprendre ce qui se passait sur le territoire. Moi, je retiens plusieurs choses. La première, et ça, moi, je l'ai constaté également dans les travaux, c'est que ce n'est pas un phénomène massif. Donc, déjà, ça peut nous rassurer de la situation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, parce que quand vous êtes confronté à la situation, c'est compliqué. Deuxième chose, c'est que les parlementaires, dans leurs préconisations, je me suis surtout concentré sur les préconisations, rappellent que les acteurs du ministère des Sports et les fédérations doivent imposer, on voudrait leur imposer le signalement, faire revenir un officier de liaison au sein du ministère des Sports, un ODL comme on dit dans le jargon. L'officier de liaison, il vient des services de police pour faire le lien pour les problèmes les plus graves. Et surtout, quelque chose qui est très technique, c'est de ramener au département, les préfectures, notamment une plus grande corrélation et des plus grandes interactions entre les services sportifs, la préfecture, les services de l'État jeunesse et sport, pour essayer de comprendre les situations, pour pas qu'elles s'enveniment, mais pour pas non plus tomber dans la stigmatisation et l'amalgame. Ce qui est à retenir, c'est vraiment très important, c'est les constats ont été faits, ils proposent des choses et on en arrive sur une modalité très importante et qui va faire plaisir au ministre et qu'en tout cas moi m'a ravi et je sais qu'Alain également, c'est qu'une des propositions c'est d'étendre les compétences du Conseil des sages de la laïcité que vous avez créé au champ du sport.
ce qui n'est plus le cas puisqu'il est concentré à l'éducation nationale. Et donc c'est vraiment important. Concernant la PPL, et j'en termine là-dessus, il y a 4 articles qui sont posés. L'article 1er, je vous l'ai dit, ne concerne pas une religion et pas le voile, mais c'est vraiment les signes religieux et politiques. Et le 2e article, c'est la neutralité des infrastructures des collectivités. Le 3e article, pour faire court, c'est la neutralité dans les piscines municipales avec des règlements communs. Et le 4e, qui m'est cher, c'est qu'aujourd'hui, et j'en termine là-dessus, un éducateur sportif, il a des conditions d'honorabilité pour exercer, qu'il soit bénévole ou professionnel. S'il a été condamné pour usage de stupéfiants suite à un contrôle de police-route de la police ou de la gendarmerie, il ne peut plus exercer en face-à-face pédagogique avec nos enfants, par exemple. C'est tout à fait légitime puisqu'il a été condamné, c'est pas le sujet. Par contre, quelqu'un qui est fiché par le renseignement comme potentiellement dangereux, comme il n'est pas condamné, il a toujours le droit d'exercer en face-à-face pédagogique. Ça pose une vraie question de fond, et les parlementaires proposent une enquête administrative, comme ça existe pour l'ensemble des ministères régaliens, de vérifier s'il y a une compatibilité ou une incompatibilité avec l'exercice de la profession d'un point de vue pédagogique. Je vous remercie pour ce condensé et pour m'avoir écouté. Je passe la parole au très cher modérateur. Merci. On connaît le talent du jurassien. Alors, deux intervenants maintenant, qui vont intervenir bien sûr la suite l'un d'autre, 2 acteurs de terrain. L'un parce qu'il a choisi d'être un acteur de terrain, il va l'expliquer lui-même, très bien, et qu'il l'a fait dans un cadre professionnel qu'il va vous décrire, M. Foucault. Et puis ma voisine de droite, qui elle a fait le choix de l'immersion, mais pour des raisons professionnelles, dans une fédération sportive. Et donc Mme Alonso va vous expliquer elle-même comment elle a été, comment elle a compris ces transgressions, enfin, à la fois graves, qui le sont moins. Elle va vous expliquer ça. Donc 2 témoins de terrain. Là, on n'est pas à l'Académie française, on est vraiment en immersion. Et je donne la parole tout de suite à mon voisin de gauche. 10 minutes, hein, chef. Très bien. Bonjour, donc je suis journaliste au Parisien et on est à peu près, durant toute l'année 2020, donc je rappelle le contexte, c'est 1 an avant la loi contre le séparatisme qui date d'août 2021 et je fais le choix d'entrer dans un club de jiu-jitsu brésilien à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, pardon. Et dans ce club, j'avais d'abord fait un travail journalistique pour le choisir. Il y avait notamment un réel problème qui était remonté justement par tout un tas de services de renseignement. Il y a également des jeunes issus de ce club qui étaient partis en Syrie précédemment. Et le principal entraîneur de ce club de jiu-jitsu brésilien postait sur son Facebook, sur lequel il avait tous les enfants du club, énormément de vidéos qui étaient très religieuses, qui étaient parfois sur du rigorisme, etc. Donc j'ai choisi d'aller dans ce club et d'y aller sous une fausse identité, sans donner ma qualité de journaliste. Et ne faire que de l'observation, c'est-à-dire ne pas du tout me servir de tout ce que j'avais obtenu comme information en tant que journaliste pour choisir ce club. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à être accepté dans ce club et lorsque j'ai été complètement accepté dans ce club, là, les langues ont commencé à se délier. Rapidement, en fait, j'ai eu face à moi tout un tas de propos antisémites qui n'étaient jamais repris par personne. On peut se retrouver, par exemple, avec des jeunes qui disent « mais viens parler avec moi, tant que t'es pas un juif, il n'y a pas de problème » ou tu peux laisser ton sac ici, il n'y a aucun juif, donc ça craint rien ». Et on se retrouvait donc dans un club où clairement ces propos étaient tenus par les plus jeunes du club, mais sans être jamais repris par les plus âgés du club qui, eux, étaient là. Il faut savoir que ces personnes qui tenaient le club sont des personnes qui, elles, n'avaient pas de propos tendancieux, pas de propos injurieux, pas de propos délictuels, mais en revanche maintenaient un certain communautarisme dans ce club qui permettait aux jeunes d'avoir ce type de comportement. Et on allait dans l'escalade, c'est-à-dire qu'ensuite,
La deuxième étape, c'est de se rendre compte qu'effectivement, dans un club normalement de jiu-jitsu brésilien, ou en tout cas dans les sports de combat, il y a environ entre 20 et 30% de femmes qui pratiquent. Dans ce club, il n'y avait aucune femme de 15 ans jusqu'au plus âgé. Il y en avait eu 2 années avant, une personne que j'ai réussi à joindre et qui m'a dit qu'effectivement, il y avait plein de combattants qui n'acceptaient pas de la toucher, qui n'acceptaient pas de combattre contre elle, et que même si elle s'était sentie mal à l'aise, elle n'était pas partie pour ça de ce club. Aucune autre fille n'était revenue dans ce club. On se retrouvait également avec des gens qui tenaient des propos en disant « moi je ne toucherai jamais une femme c'est pas fait pour faire du sport, une femme ceci, une femme cela ». Et encore une fois, tous ces propos émanant de jeunes n'étaient jamais repris par les mentors du club et les entraîneurs du club. Des entraîneurs de ce club qui avaient mis en place d'ailleurs un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, un message sur 2 était religieux et tous les messages de toute façon se terminaient effectivement par une ode à Allah. Ce qui en soi est gênant, c'est que certaines personnes de ce club étaient venues en tant que jeunes, licenciés parce que c'était le club de la ville, qui était dans le gymnase de la ville et qui, eux, n'étaient pas spécialement religieux à l'origine. À côté de ça, j'ai essayé aussi de faire venir une de mes collègues féminines qui s'est fait refuser l'accès à ce club, alors que 2 semaines plus tard, un homme est arrivé et lui, il n'y a pas eu de problème pour l'inscrire. Ce club, en fait, finalement, il y avait déjà un problème au niveau senior. J'ai voulu voir s'il y en avait un aussi au niveau des plus jeunes, des enfants. Et en fait, le mentor, donc vraiment l'entraîneur principal de ce club, donc dans les sports de combat, c'est quand même l'entraîneur a quand même une figure particulière. Et en fait, en arrivant plus tôt, je me suis rendu compte que les enfants qui se changeaient dans le vestiaire, sur les bancs tout autour, au milieu d'eux, il y avait cet entraîneur qui, sur son tapis, était en train de prier. Alors qu'il y a tout un tas d'autres salles dans ce gymnase, et qu'effectivement, il était possible de pratiquer, en tout cas, cette religion, sans être véritablement devant les enfants, en train de faire du prosélytisme, ce qui a ensuite fait l'objet de la loi contre le séparatisme. Il y a eu également tout un tas de choses particulières, c'est-à-dire l'interdiction de se doucher nu, alors de manière subtile, en disant mais il peut y avoir des gens un peu plus jeunes, donc ça peut gêner, etc. Mais c'était vraiment un rappel ferme au fait que la nudité était interdite dans ce club. Par ailleurs, lors des entraînements, il y avait pendant le ramadan effectivement une coupure claire et nette. Donc encore une fois, c'est des choses qui peuvent se comprendre, mais quand on est dans un club où on n'est pas prévenu qu'il y a cette religiosité à l'origine, ça peut surprendre ou ça peut étonner. Lorsque j'ai sorti mon article, je me suis permis donc de les interroger cette fois en tant que journaliste, et eux ont finalement campé sur leur position en disant qu'il n'y avait pas de femmes parce que il n'y en avait plus parce que c'était un club de compétition. Et ensuite, ils ont fait une vidéo explicative en disant que le Parisien disait n'importe quoi, en interrogeant notamment une femme, sauf qu'en googlisant le nom de la femme, on se rendait compte qu'elle était licenciée dans un autre club. Mais derrière tout ça, en fait, la seule réaction, ça a été effectivement une enquête menée par la préfecture, qui s'est soldée par rien du tout, et ce club continue aujourd'hui son activité à Savigny le temps. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui est bouleversante, on doit dire, et on va écouter une intervention qui va tout autant bouleversante. C'est celle d'Elisabeth Alonso qui, elle, a été immergée, pour des raisons professionnelles, elle va l'expliquer elle-même, auprès de la Fédération française de boxe. 2 éclairages, 2 terrains, là vraiment dans le terrain très proche, si je puis dire, à proximité, un format plus large, 2 témoignages qui méritent vraiment qu'on les écoute, et singulièrement celui de Mme Alonso. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je suis placé auprès de la Fédération française de boxe et je fais partie des fonctionnaires qui dépendent du ministère des Sports.
Moi, je suis rentré finalement dans ce métier par la pratique, puisque je suis passé par la case boxeuse professionnelle. Donc, j'ai à la fois finalement un peu l'expérience de terrain en tant que pratiquante, et puis ensuite l'expérience au sein de la Fédé, puisque je suis beaucoup en charge de formation d'entraîneurs, notamment sur des diplômes d'État ou des diplômes fédéraux, et puis référente laïcité, donc sur d'autres aspects. Moi, ce que je peux observer, en fait, pour être en contact justement avec ce terrain quotidiennement, c'est qu'il y a plusieurs degrés finalement de lecture quant aux atteintes à la laïcité. Il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas non plus forcément crier au loup tout le temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, je pense qu'un des premiers facteurs, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens en France qui ne connaissent pas finalement le contenu et la signification de la loi de 1905 et de la laïcité et de ce que ça implique. Et encore moins dans un milieu comme le sport, par exemple. Ensuite, il y a des transformations de propos, c'est-à-dire qu'on entend dire quelque chose, finalement on met un petit peu à sa sauce, etc. Donc finalement, les deux regroupés donnent encore plus de poids au fait qu'on doit surtout informer et former. Donc, nous, on propose des formations en interne sur les diplômes d'État et les diplômes fédéraux. Moi, je fais toujours une partie assez longue sur la laïcité, mais bon, clairement, ça ne suffit pas. En revanche, après, vous avez des comportements qui sont liés aussi à une tolérance. C'est-à-dire que finalement, c'est pas une méconnaissance de la loi, mais finalement, pourquoi on ne tolérerait pas finalement le port de signes religieux? Pourquoi est-ce qu'une fille ne pourrait pas boxer avec un voile sous son casque, etc. Donc là, il faut faire des rappels aussi. On a eu des cas, nous, sur des compétitions, effectivement, où des jeunes femmes ne désiraient pas respecter, parce qu'on a une tenue réglementaire, c'est un débardeur, un short qui arrive au genou. Donc on ne doit pas avoir de leggings, de manches longues et encore moins de voile. Donc on a eu quelques petites frictions comme ça en fait sur le terrain parce que justement il fallait qu'on rappelle un petit peu la teneur de la loi et puis finalement de ce qui impliquait la neutralité, plus particulièrement avec les athlètes de haut niveau. Et puis le dernier stade, c'est effectivement une réelle volonté. On a eu des cas sur certains clubs où là effectivement il y a une communication. Comme l'a rappelé mon collègue, il y a une communication qui est clairement axée sur la religion. Moi, à titre personnel, je gère un club aussi à Paris. Je suis arrivé dans mon gymnase et un club de prévention qui proposait des cours de futsal. Je me suis retrouvé avec 20 gars qui faisaient la prière là où je devais récupérer mon matériel. Donc en fait, il y a vraiment, vous voyez, différents niveaux de lecture. Donc je pense qu'à chaque fois, on ne peut pas faire l'impasse de réellement examiner ce qui s'est passé et quelles sont réellement les atteintes et pourquoi elles ont lieu. Et après, de finalement proposer la bonne solution, que ce soit la formation ou au contraire quelque chose qui est plus lié à une sanction réelle et définitive. Alors justement, par rapport à ce que vous nous décrivez, il y a des faits qui sont extrêmement variables, une intensité extrêmement variable. On est confronté à une galaxie de situations à la fois compliquées et surtout qu'on connaît mal. Est-ce que vous avez des exemples, pas de thérapie, mais des exemples, on parlait de formation, est-ce que vous avez des exemples d'interventions qui ont pu être faites, qui ont apporté des solutions, au moins momentanément? Vous parlez beaucoup des formations des encadrants, mais également, moi ce qui me frappe par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le silence de l'État, des services de l'État, que j'ai servi quand même longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Librement, s'entend. Oui, bien sûr. Donc au niveau des formations, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que comme chacun sait, en fait, quand vous êtes face à des stagiaires, forcément, les personnes ne prennent pas en fait, forcément l'intégralité de vos propos dans toute leur importance. Donc en fait, on a des réactions très diverses et variées. Après, il faut savoir aussi de quoi on parle. Il se trouve que moi, comme je suis aussi pas mal sur tout ce qui est valeur de la République, laïcité, c'est des formations que je propose aussi en interne. Donc par exemple, sur les diplômés d'État, quand je propose un focus sur la laïcité, je suis en mesure finalement de proposer un contre-discours, parce que évidemment ça peut occasionner des discussions un peu houleuses.
Mais souvent, encore une fois, parce qu'au départ, il y a une mauvaise compréhension et que, par exemple, souvent, la première critique, c'est que la loi de 1905 est liberticide. Alors qu'en réalité, non. C'est une loi qui est d'une extrême ouverture, puisque c'est de dire qu'on accepte toutes les religions, toutes les opinions politiques, etc. Sauf que, après, il faut comprendre qu'il y a un lieu pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose, et qu'il faut réglementer. Donc en fait, moi, c'est souvent ce biais que j'utilise. Après, nous, en interne, moi, j'ai souvent plutôt des entraîneurs en formation. Il se trouve que pour les formations VRL qu'on propose en interne, puisque j'étais habilité pour cela, j'ai plus, au niveau de la boxe, j'ai peu de dirigeants qui viennent, voire pas. J'ai encore plus souvent d'ailleurs des encadrants. En revanche, j'ai d'autres fédérations qui viennent, parce que c'est des formations qui sont destinées à tous les publics associatifs, donc j'ai aussi des délégués du préfet, etc., qui viennent sur ces formations. Mais à mon sens, alors je sais qu'en interne, il m'a été refusé d'imposer cette formation. Pourtant, j'avais rappelé que dans la loi de 2021, il était fortement préconisé de former l'ensemble des dirigeants et des encadrants. Donc voilà, on est finalement sur toujours un peu le problème de quand on n'impose pas quelque chose, on a du mal finalement à aller jusqu'au bout et à arriver à former finalement tous les intervenants. Parce que je pense que de former à la fois les dirigeants et les encadrants qui sont directement en contact avec le public, les deux ont une importance. Merci, merci beaucoup pour votre... Oui, vous pouvez applaudir parce que... Parce que l'inverse de beaucoup d'autres fonctionnaires de jeunesse et des sports, on dit encore comme ça, de l'éducation nationale, mais moi dans mon époque, on disait c'est ça, jeunesse et sport affecté ou pas de fédération. Donc c'est vraiment un travail d'engagement personnel dans un milieu qui est quand même la boxe, un milieu quand même pas facile, enfin, sur le plan à tous égards, sur le plan social et l'engagement des personnes qui s'y trouvent. Je trouve que votre témoignage, comme celui de votre prédécesseur, a été, enfin, deux témoignages, il faut bien avoir présent à l'esprit, de ne pas les oublier. Les situations sont extrêmement variables, extrêmement compliquées, donc on voit des réalités qui parfois peuvent nous choquer profondément, dans le témoignage d'antisémitisme que vous nous avez adressé, peuvent nous choquer devant le silence de l'État, le silence de la préfecture, je me sens un peu interpellé encore, et devant également, il faut bien le dire, le faible engagement, de l'encadrement du monde sportif dans cette thérapie que représente la formation, et pas un dans cette salle ne peut le contredire. Merci. Retenons ces témoignages, ils sont essentiels. Le dernier intervenant, le dernier intervenant, c'est Frédéric Thirier. Je vous ai vu au Conseil d'État, je vous ai, voilà, vous m'avez fait baver, je préparais les concours. Donc maintenant, merci, non mais lui on présentera tout à l'heure, mais merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes, on vous connaît dans cette salle comme président, ancien président de la Fédération française de football. Non, Ligue. De Ligue. Ouais, je me suis trompé, Fédération, Ligue. Je n'ai pas écouté assez chapiteau tout à l'heure. Donc en tout cas, vous étiez président de la Ligue française de football, on s'en souvient tous. Et donc on va vous demander d'intervenir sur deux sujets. Vous avez été très connu, là c'était comme avocat dans l'affaire des hijabeuses. Je pense que c'est intéressant que vous racontiez, que vous contextualisiez, ça va faire quelques minutes. Et puis que vous nous parliez aussi, avec votre regard de conseiller d'État, votre regard d'avocat, votre regard d'acteur majeur du sport français, que vous nous portiez votre regard sur la laïcité, la neutralité, c'est des mots qui vont revenir souvent ce soir. Pas de querelle de chapelet. Laïcité, neutralité, on a besoin d'avoir votre regard de professionnel, de praticien et de très très grands juristes, en tout cas dans ma génération, c'est clair. Est-ce que j'ai le droit de parler d'eux? Ouais. Et comme ça, je vous verrai mieux. Et puis c'est une déformation professionnelle d'avocat, excusez-moi. Mais c'est pas des joueurs de foot. Non, non. Pas tous. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais être vraiment très bref, j'ai trois choses à vous dire. Avant de venir aux hijabeuses, je voudrais faire une précision terminologique. Et je
je vais être assez direct, et pardonnez-moi même si je suis presque brutal pour certains, quand je dis ceci. Ce n'est pas le principe de laïcité qui justifie l'interdiction des signes politiques, religieux, syndicaux, philosophiques sur le terrain de sport. J'aimerais que ce soit très clair parce que dans le débat public, notamment dans le débat politique, et encore ces jours derniers, on mélange allègrement ces notions, si bien que les Français ne s'y retrouvent plus et ne comprennent plus. Or, la loi de 1905, je ne dirais jamais assez, ne s'applique pas aux sportifs, à part les joueurs de l'équipe de France. Ne s'applique pas aux sportifs, ceux dont on parle, ceux qui sont là, moi aussi d'ailleurs en tant que licencié. La loi de 1905 ne s'applique pas, elle ne s'applique qu'aux agents des fédérations sportives, aux arbitres et aux équipes nationales. Par contre, la grande masse des sportifs, par exemple nos 2,2 millions de licenciés dans le football, la loi de 1905 ne s'applique pas à eux. Pourquoi interdit-on ces signes? À cause tout simplement des valeurs universelles et fondamentales du sport telles qu'elles sont écrites dans la Charte olympique, qui interdit toute discrimination, qui pose le principe de l'égalité absolue entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes, qui interdit toute discrimination en raison de la race, du sexe ou des opinions, et puis plus précisément l'article 50, dont on a parlé, de la Charte, qui interdit tout signe politique, religieux, syndical ou autre. Voilà le fondement de cette interdiction. Et c'est simplement cette interdiction que la Fédération française de foot a inscrite dans ses propres textes. J'en viens à l'affaire des hijabeuses, ce sera très bref. Donc les hijabeuses, donc les joueuses qui réclament le droit de jouer en hijab, avec la Ligue des droits de l'homme, je mentionne quand même au passage, ont attaqué le règlement de la fédération en disant que c'était contraire à la liberté religieuse, etc. L'affaire a été très très discutée au Conseil d'État puisque le rapporteur public, qui vous savez est un membre du Conseil d'État mais qui donne son avis indépendant sur un dossier, concluait lui à l'illégalité du règlement de la fédération. L'illégalité. Ben, finalement, le Conseil d'État nous a donné raison. Moi je défendais, j'étais très heureux de le faire, la Ligue du droit international des femmes, d'Annie Sugier, ici présente, et nous avons gagné avec un arrêt de principe qui est tout de même très clair et qui dit que les fédérations chargées d'assurer le bon fonctionnement du service public peuvent imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues. On parle de neutralité des tenues. Ceci pourquoi? Pour assurer le bon déroulement des matchs. Alors, le Conseil d'État n'est pas allé jusqu'à dire, comme je lui avais demandé, mais j'allais un peu loin, de se fonder, de citer explicitement la Charte olympique ou l'article 1 des statuts de la FIFA, parce que ce sont des textes internationaux qui, en France, n'ont pas une applicabilité évidente. Mais enfin, l'arrêt est rendu, c'est l'arrêt du 29 juin 2023 qui était pour nous tous une grande satisfaction. Et je termine par la proposition de loi. Alors j'étais un peu naïf parce que lorsque j'ai vu que le Conseil d'État nous donnait raison, je me suis dit mais toutes les fédérations vont suivre. Les fédérations vont dire ah bah ça y est maintenant j'ai le droit donc je vais interdire le voile aussi, moi, etc. Et ben à part le basket et nous, ben, personne. Personne. Alors c'est là où Michel Savin intervient, et je crois qu'il a eu raison, de déposer une PPL, une proposition de loi, qui est très bien, qui est très mesurée, j'insiste là-dessus, parce que par exemple, l'interdiction ne vaut que dans les compétitions, ce qui veut dire, à contrario, que les filles à l'entraînement peuvent porter le voile, donc c'est très mesuré, c'est pas du tout liberticide. Je regrette juste que les fédérations n'aient pas eu besoin du législateur et qu'elle n'ait pas fait elle-même le mouvement. Pourquoi elles ne l'ont pas fait? Mais parce que ce sont les fédérations internationales, vous savez, c'est la pyramide, hein, vous avez les fédérations internationales, et les fédérations internationales, sous la pression de l'Iran, disons les choses telles qu'elles sont, ne voulaient pas interdire
les signes religieux sur le terrain. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je sais pas, mais merci en tout cas. Merci beaucoup. Cette première table ronde, finalement, on l'a fini avec quelques minutes d'avance, ce qui est absolument incroyable. Ça n'arrive jamais. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième table ronde, qui j'espère sera aussi productive. Et du coup, on aura un temps un peu plus long pour la discussion, pour les questions. Je pense que ça ne vexera personne, bien au contraire. Alors, je vais appeler pour la deuxième table ronde. Il y en a un qui reste. C'est le Mullard, c'est Médéric, bien sûr. Yannis Roder, bien sûr. Richard Senghor et Annie Sugier. Alors, on va juste changer les... Merci en tout cas aux précédents intervenants. Fait ce travail. Voilà, vous mettez vos chevalets. Voilà, merci beaucoup. On met le micro bien près de ses lèvres, sinon on n'entend pas, paraît-il, au fond de la salle. Et alors, on va donner la parole à Mme Annie Sugier, qui est à mes côtés, qui est donc présidente de la Ligue du droit international des femmes. Je ne suis pas trompé, hein, voilà. Et elle va nous raconter ce qu'on a déjà évoqué avec M. Thirier, c'est cette architecture juridique, quand même, on voit bien, assez compliqué. Le monde du sport est compliqué dans son organisation. Le droit l'est tout autant. Et dans le domaine que vous étudiez plus particulièrement, ce serait bien que vous nous éclairiez le fameux article 50 et tant d'autres dispositifs en quelques minutes. Vous allez nous présenter pour que nous comprenions bien de quoi nous parlons. Merci. Alors, monsieur. Ça, c'est le micro de l'opposition. Je suis un peu une pièce rapportée ici parce que je ne suis pas du monde du sport. Je suis féministe, universaliste et laïque qui a utilisé le sport pour promouvoir cette notion d'universalité. La force du sport, et là je schématise par rapport à toute la complexité que vous avez présentée tout à l'heure, c'est son organisation pyramidale avec au sommet le Comité international olympique, en dessous les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques et en dessous encore les fédérations nationales. Alors, la deuxième force du sport, c'est la charte olympique, qui se fonde sur les principes éthiques fondamentaux universels et qui comprend une règle 50 qui a déjà été citée, qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale. C'est-à-dire que nous avons là un outil qui est plus puissant que la laïcité à la française parce qu'il s'applique dans un espace international et qu'il s'applique aussi bien au personnel d'encadrement qu'aux joueurs. Il faut savoir que, par exemple, à Londres, aux Jeux de 2012, même les représentants des différentes religions n'avaient pas le droit de porter leur costume. Ils avaient simplement un badge où il était marqué « Faith ». Il faut savoir qu'il y avait le Ramadan à l'époque des Jeux Olympiques de Londres et que ça a donné lieu à beaucoup de discussions et que finalement le médiateur du CIO a dit « si on cède aux musulmans, on va devoir céder aux juifs, on ne va pas en sortir, nous sommes apolitiques, areligieux ». Donc c'est extrêmement clair et c'est extrêmement puissant. Pourtant, eh bien, le CIO a accepté les conditions discriminatoires qui ont été posées d'abord par l'Iran en 1996, où on a vu arriver la première femme voilée, Lida Fariman, porte-drapeau de la délégation d'Iran et seule femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que l'Iran a réfléchi à un modèle sportif féminin islamique. Lorsque Khomeini est arrivé au pouvoir, il a commencé par interdire le sport, alors que les Iraniennes étaient connues pour leur capacité sportive, les médailles qu'elles avaient pu
à voir. Et puis après, Rafsanjani, dans les années 91, se dit et écrit, on a documenté tout ça, le sport est un must pour les femmes, je le cite. Mais les règlements sportifs internationaux posent un problème pour la dignité des femmes dans le respect de la charia. Car il faut éviter la corruption qui pourrait naître de la présence simultanée d'hommes et de femmes dans un même espace. On ne peut pas dire plus clairement qu'on a un système qui se construit sur l'apartheid sexuel. C'est ce qu'on va voir de manière encore plus caricaturale en Afghanistan, c'est ce qu'on va peut-être voir en Syrie. En tout cas, ces conditions sont acceptées par le CIO et on peut se demander comment ça se fait que personne n'a réagi. Alors en réalité, il faut savoir que les réseaux Femmes et Sport, qui sont essentiellement dirigés par les anglo-saxonnes, qui sont sur le relativisme culturel, eh bien, ont accepté ces conditions. Dans un point de vue compassionnel, sans ça, ils ne pourraient pas faire de sport. Heureusement que Mandela n'a pas réagi comme ça quand il s'agissait d'exclure l'Afrique du Sud pour cause d'apartheid racial. Là, on n'a pas versé des larmes de crocodile sur les Blancs qui n'étaient pas forcément responsables du régime d'apartheid et qui ont été exclus. La cause le méritait. Alors, ce qui est encore plus grave, il faut savoir qu'en 2004, là j'ai le communiqué de presse du groupe d'études en 2008, à l'université d'Oman, où un réseau mondial Femmes et Sport, à l'adresse des fédérations internationales, déclare, la déclaration s'appelle « Accepter et respecter », nous exhortons les fédérations sportives internationales à manifester leur attachement à l'intégration ou à l'inclusion. Le mot inclusion va revenir très souvent. Et il faut accepter les Islamic requirements, c'est-à-dire les exigences islamiques. Les fédérations internationales, les unes après les autres, vont céder. La seule qui a tenté de résister, ça a été la FIFA, mais qui finalement va céder sous prétexte que les exigences sont d'ordre culturel et non pas religieux. Alors, le pire encore est à venir, c'est-à-dire que les ministres des Sports qui se réunissent en 2015 à Berlin signent la déclaration de Berlin dans laquelle on accepte les exigences, les besoins spécifiques des personnes handicapées, des personnes âgées, des jeunes, des femmes et des filles. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous sommes balancés dans les marginales qui avons des problèmes spécifiques. Et en 2015, eh bien, la charte de l'UNESCO, qui parlait du langage universel qu'est le sport, eh bien, est modifiée pour tenir compte aussi des peuples autochtones, des pauvres, des vieux, des jeunes, des femmes et des filles. Voilà. Donc, tout le combat féministe, c'est d'avoir accès à la même loi, et c'était ça la force du sport. Et voilà qu'on arrive à la suite de cette idée géniale donc, des Iraniens à accepter des exigences qui sont discriminatoires. Quelle est la conclusion? Est-ce qu'on a perdu la bataille ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on soit ambitieux? Être ambitieux, ça veut dire quoi? Eh bien, quand on parle de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, on ne dit pas à la française. Eh bien, la laïcité, là, nous avons une occasion unique, à travers cette idée du sport, de montrer que c'est une valeur universelle, qu'elle prend sa source dans la trêve olympique, et qu'elle dit qu'à un moment donné, il faut laisser au vestiaire ses convictions politiques, religieuses ou raciales pour se rassembler. Il faut savoir que le sport, ça s'adresse à la jeunesse, que le sport, c'est 50% de l'humanité qui regarde les Jeux Olympiques. Donc on a là une tribune extraordinaire et il faut oser exister à l'international, ce que les Français ne font pas assez malheureusement.
Merci beaucoup. Et une fois de plus, bouleversant. Et vraiment, merci beaucoup. Vous laisserez votre texte. Parce qu'on pourra le publier comme ça. On y aura appris vraiment énormément de choses. Merci, merci infiniment. Là, on revient avec Médéric. Tu as gardé ta place. Merci. Et alors là, Médéric va nous intervenir sur la nécessité d'une cohérence républicaine dans le milieu éducatif, parce que tu vas nous montrer qu'effectivement, l'incohérence se rencontre parfois plus facilement que la cohérence. Hein? Je vais essayer. Rebonsoir à tout le monde. Alors, je vais essayer. Je vais rebondir sur les propos de Frédéric, avec lesquels je suis complètement en phase. Il faut arrêter de mélanger les termes, et je pense que dans le sport, il faut sanctuariser le terme neutralité. C'est vraiment la priorité des priorités. Pourquoi? Parce que sinon, on tombe dans des discussions insolubles et chacun est dans une guerre de tranchées, si vous m'autorisez l'expression, et c'est pas vrai. Mais même le terme neutralité est aujourd'hui discuté. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise le terme neutralité dans le sport, on nous oppose, non mais attention, ce ne sont pas des agents de service public qui sont soumis à la neutralité. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qui est presque passé sous les radars, pas pour moi en tout cas, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va susciter de l'intérêt. Le Conseil d'État nous a encore donné une solution la semaine dernière, puisqu'il a jugé que les avocates ne pouvaient pas porter voix au nom de la neutralité de la tenue pour conserver un uniforme. Si on transfère cette notion-là, ça colle parfaitement au sport, hein, puisque chaque sportif en compétition a cette notion d'uniforme qui a été rappelée par Elisabeth tout à l'heure, notamment dans le cadre de la pratique de la boxe. Donc moi, c'était vraiment ce point d'entrée que je voulais donner. Deuxième élément, effectivement, il faut parler de cohérence républicaine. Le ministre disait au propos introductif que des fois, les choses simples permettaient de gagner en visibilité et en lisibilité. Aujourd'hui, nous avons 118 fédérations en France, 118. Nous avons 118 règles d'application différentes des principes de la République. Est-ce que c'est entendable dans une République qui délivre des agréments ministériels et potentiellement des délégations à ces fédérations? Pour ma part, et ça n'engage que moi, je pense que c'est pas normal. Je pense qu'à partir du moment où on a un agrément ministériel et qu'on a une mission de service public, il faut avoir une cohérence républicaine. C'est pas possible autrement. D'où la notion de cohérence républicaine. Et il y a un autre aspect que je souhaite développer très succinctement avec vous. Moi, je suis un passionné de sport. J'ai fait à peu près tous les postes. On a un parcours similaire avec Elisabeth. Je suis parfaitement convaincu qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation par le sport, ça a du sens. Mais si on a une rupture de la continuité éducative entre ce qui est fait à l'éducation nationale et ce qui est fait dans les clubs sportifs, on a un problème. Je prends souvent l'exemple, peut-être que certains d'entre vous m'ont entendu dire, on est dans un collège, vous avez une jeune fille en EPS qui va pratiquer une activité, c'est le principe de neutralité, c'est la loi de 2004, et à 18h, elle revient dans le même collège parce qu'elle est fan de cette activité et qu'elle se retrouve dans le même collège puisque le gymnase est mis à disposition de l'association sportive et que son prof de PS est lui aussi un fan de ce sport et qui se retrouve également son entraîneur, et là, elle a le droit de porter un voile alors qu'avant, elle n'a pas le droit de le porter à l'école. Même lieu, même activité physique et sportive, même encadrant. Si vous êtes avec des adolescents, comment voulez-vous expliquer le principe de cohérence républicaine et de continuité éducative? C'est parfois compliqué. Essayons de nous simplifier la tâche, ça a été longuement expliqué précédemment par mes collègues, c'est déjà suffisamment complexe. Pour nous, adultes qui avons travaillé là-dessus, si on pouvait mettre un peu de cohérence et un peu de continuité éducative, moi, ça me va très bien. L'autre question, et qui va clôturer mon propos, c'est qu'est-ce qui se passe si on a la loi, la PPL passe? Il va falloir quand même se poser des questions. Comment on contrôle? Parce que ça va être une vraie question de fond pour le faire appliquer. Quelles sanctions éventuelles? Il y a un vrai débat. Et si elle ne passe pas, quelle est la position de l'État dans les financements publics? Les 100 millions d'euros de masse salariale des fonctionnaires du ministère des Sports placés auprès des fédérations, on maintient pas? Les finances publiques, on maintient pas? Puisqu'il y a des agréments ministériels qui sont donnés. Il y a des vraies questions de fond autour de ce questionnement. Et encore une fois, ça ne concerne pas que la religion, c'est le politique. On en parle très peu. En tout cas maintenant, parce que ça date
Mais n'oubliez pas qu'un des premiers clubs qui a été fermé en France, c'est un club basé à Lyon, qui s'appelle l'Agogé, qui était un club d'ultra-droite, club non institué, affilié à Génération Identitaire. On a mis quand je dis on, les services de l'État ont mis plus de 2 ans pour le fermer, plusieurs fermetures temporaires de 6 mois parce que l'extincteur n'était pas au bon endroit, etc. Et enfin, avec la loi du 24 août 2021, ça peut être confirmé, et même l'association Génération Identitaire a été fermée, a été dissoute par le Conseil, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur. Ouais, le ministre de l'Intérieur, autant pour moi. Donc vous voyez, cette particularité est particulièrement intéressante. Et moi je clôture sur un dernier point, excusez-moi, je suis très long. Imaginez-vous, on fait de la prospective, demain, match de foot, l'équipe A arbore tous des signes d'un parti politique, l'équipe B arbore les signes du parti politique opposé. Je n'ai pas besoin de vous mettre d'étiquette, on le voit très bien d'où je veux en venir. Et ben moi je vous mets ma main au feu que le match ne va pas au bout. Ça aujourd'hui, c'est possible. Parce que la loi ne prévoit pas de... pour l'instant, il n'y a pas la loi pour l'interdire. Donc, j'insiste, ne polarisons pas notre attention sur le religieux et sur le voile. Le débat est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus important que ça. Il touche l'ensemble des convictions religieuses, certes, mais aussi les convictions politiques, comme ça a été évoqué. La règle 50 de l'interdit, il faut se baser sur ce schéma-là. Alors, effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir continuer à exercer si elles veulent dans le cadre des fédérations, dans le cadre du sport institué. Elles pourront le faire en cadre du sport non institué, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, même si ça pose de réelles difficultés. Et pour chaque club, pour chaque éducateur sportif, je peux vous garantir que quelqu'un qui quitte le club parce qu'on ne peut pas le laisser exercer, c'est toujours un crève-cœur et c'est toujours une sensation d'échec. Et il y a un moment, quand on a le choix entre les valeurs, faire respecter les valeurs de la République ou non, il y a un positionnement qu'il faut avoir. Et c'est en ça que je pense, et j'en termine, que cette loi est pour moi bénéfique parce qu'elle va clarifier la situation si elle passe, simplifier. Et si elle ne passe pas, elle donne une clarification également. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Et passer la parole à Denis Robert. Dans ce club de laïcité depuis un an, je ne sais pas si ça marche pas. Depuis maintenant plusieurs années. Et alors, tu vas évoquer quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce qui touche à l'évitement. Beaucoup travaillé, tu as été un ministre qui était très engagé sur ces questions-là, de l'évitement scolaire. Tabou dans notre pays, comme toujours, et qu'on a pu mettre dans la lumière. Merci. Mais l'évitement, c'est aussi le sport aussi. Comment, sous couvert d'actes que tu vas nous définir, comment on arrive à éviter de pratiquer tel sport, pour toutes les raisons qu'on a d'ailleurs entendues. Et c'est important qu'un professionnel de l'éducation apporte son éclairage, là aussi, de terrain. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation pour parler de l'école et du sport à l'école, en fait, parce que le sport à l'école, vous l'avez sous 2 formes. Vous avez bien sûr les cours de PS, et vous avez, on en parlait tout à l'heure au téléphone avec Médéric, et vous avez l'UNSS, qui est le sport en général du mercredi après-midi, et qui fait que le ou la ministre de l'Éducation nationale est le directeur ou président de la 2e fédération sportive de France après la FFF. Donc, parce que beaucoup d'élèves font du sport le mercredi après-midi en UNSS. Alors, à l'école, bien sûr, les règles de la laïcité s'appliquent. On n'est pas là dans la question de la neutralité, on est dans le principe de laïcité qui s'implique à l'école dans les enseignements, bien sûr pour les personnels également, et bien sûr le souci, la question de la manifestation de signes, d'appartenance religieuse par le port de signes ostensibles. Alors, je vais vous parler, moi, non pas de l'UNSS, mais des cours de PS, les cours d'éducation physique et sportive. Vous savez que le PS, c'est la seule discipline qui est confrontée à la possibilité, pour un parent d'élève, ponctuellement, bien sûr, ou un médecin, de justifier des absences en cours. C'est-à-dire que moi qui suis prof d'histoire-géographie, je n'ai jamais eu de certificat médical m'expliquant qu'un élève ne pouvait pas suivre mon cours d'histoire-géographie. Voilà. Mais en EPS, c'est possible, et c'est le seul cours pour lequel c'est possible. Avec
cette difficulté, enfin plutôt cette nécessité absolument fondamentale qu'un prof d'EPS, un prof d'éducation physique et sportive, doit absolument tenir compte de ce que disent les certificats médicaux, afin d'éviter, bien sûr, tout problème. Et c'est déjà arrivé, hein. Des drames sont arrivés parce qu'on avait mal tenu compte, on n'avait pas tenu compte des certificats médicaux. Alors dans le cadre de notre travail au Conseil des sages de la laïcité, nous avons des activités de formation. Et il se trouve que il nous est arrivé, c'était dans le courant de l'année 2020, d'entendre des professeurs de terrain nous dire que, et notamment des professeurs d'EPS et des chefs d'établissement, nous signaler, je pense notamment à une visite que j'avais faite à Maubeuge, mais nous avons d'autres exemples, nous signaler une recrudescence de l'évitement des cours d'EPS et notamment des activités aquatiques, c'est-à-dire la natation en fait, des activités aquatiques, en particulier par des jeunes filles. Et donc nous nous sommes penchés sur la question, nous avions demandé, grâce au cabinet de Monsieur le Ministre, et je crois que c'était toi qui avais demandé d'ailleurs, Richard, l'enquête flash à laquelle nous avions eu accès, une enquête flash nous permettant de voir un petit peu quelle était l'étendue de cet évitement scolaire. Alors évidemment, il reste en termes absolus très limité, hein, bien évidemment, encore heureux, mais en termes relatifs, voilà, certaines académies, nous nous sommes rendus compte que dans certaines académies, il y avait une réalité de cet évitement des cours de piscine, pour le dire très clairement. Donc nous nous sommes mis au travail, nous avons créé un groupe de travail, et afin de rendre un rapport au ministre, un rapport qui a été rendu je ne sais plus quand, en mars 2022, et nous avons travaillé sur l'évitement des cours d'éducation civique et sportive et le recours à des certificats médicaux non justifiés. Parce qu'effectivement, la plupart de ces absences se font sous couvert de certificats médicaux qui marquent une inaptitude à la natation. Bizarrement, nous nous sommes rendus compte qu'en période du mois de Ramadan, il y a beaucoup plus il y a davantage en tout cas d'inaptitude au cours de natation. De fait, et c'est encore le cas, j'ai encore un exemple hier où j'assurais une formation dans le Val d'Oise, où une principale de collège m'a dit j'ai eu affaire à un parent d'élève, qui ne voulait absolument pas que sa fille aille au cours de natation pendant le Ramadan, parce qu'elle ne doit pas boire d'eau. Voilà, tout simplement. C'est ce qui était avancé, et ça a été, j'ai cru bien comprendre, au regard de ce que me disait cette principale de collège, ça a été compliqué à gérer. Donc le principal objet de l'évitement, c'est bien sûr le cours de natation. Et donc, nous avons mené cette enquête, nous avons fait des auditions, nous avons fait des visites de terrain dans les académies d'Amiens, de Créteil, de Besançon, de Strasbourg, nous avons rencontré des équipes pédagogiques. On s'est rendu compte que le second degré, collège-lycée, est bien plus que le premier degré, mais que ça existe déjà dans le premier degré, ponctuellement, mais ça existe déjà, et que des médecins fournissent des certificats médicaux d'inaptitude. Alors les cas les plus fréquents qui justifieraient l'absence ou l'inaptitude, pour être exact, de ces élèves, le cas le plus courant, le plus fréquent, c'est l'allergie au chlore. L'allergie au chlore, et quand nous étions allés dans une académie de Besançon, je sais Besançon ou Strasbourg, Besançon je crois, où chez l'établissement nous avait fait état de plusieurs certificats d'allergie au chlore, quand la piscine... Pardon ? C'était dans la ville de Dole. Voilà, à Dole précisément, heureusement qu'il y a ma mémoire qui est là, Alain Sexy. Et donc, dans la ville de Dole, dans le Jura, où la piscine, l'eau de la piscine n'est pas chlorée. Voilà, donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement. Bien sûr, les dispenses, en période de mois de Ramadan, pour la raison que j'ai avancée, et enfin d'autres dispenses, au-delà des cours de natation, de certaines activités qui sollicitent le corps de manière particulière, par exemple les sports de contact, par exemple. Donc, ce rapport du CSL a permis de voir que plusieurs choses. D'abord que, il faut le savoir, on est passé
en quelques dizaines d'années, de la dispense de cours d'EPS, de dispenser par un mot du médecin, au certificat d'inaptitude ou d'aptitude partielle, et qui doit être renseigné par le médecin. Il y a des académies, on s'est rendu compte, et on a pris bonne note, puisque ça se figure dans notre rapport, on s'est rendu compte que les académies travaillent très sérieusement sur la question, avec l'ordre des médecins local, départemental ou régional, de manière à ce qu'un certificat médical type soit diffusé le plus massivement possible et renseigné le plus possible par le médecin, de manière à ce que ce ne soit pas seulement un certificat jeté sur un coin de table, comme peuvent le faire certains. Donc il suppose, ces certificats, ces modèles de certificats supposent de raisonner sur ce que l'élève peut faire ou pas, en termes de motricité, en termes de mouvement, en termes d'engagement énergétique, etc. Le but, c'est d'adapter le plus possible la pratique pour éviter, évidemment, l'inaptitude totale qui pourrait advenir si on a juste un petit certificat médical comme ça sur le coin de table. Sachez également que le certificat médical peut être soumis à l'avis du médecin de l'éducation nationale, parce qu'il peut, s'il l'estime nécessaire, demander à rencontrer l'élève pour pouvoir évaluer la situation. Et le médecin scolaire peut contrôler de l'inaptitude de l'élève dans l'hypothèse où celle-ci excède 3 mois. Car dans ce cas-là, le médecin est destinataire, doit être destinataire des certificats médicaux. Voilà. C'est ce que dit le Code de l'éducation. Voilà. Et l'élève doit faire l'objet d'un suivi particulier. Voilà. D'autre part, nous nous sommes rendus compte au cours des auditions que les chefs d'établissement pouvaient avoir affaire à des médecins qui multipliaient les certificats qu'on appelle de complaisance en réalité. Et dans l'académie de Dijon, par exemple, nous avons eu l'exemple d'un chef d'établissement qui a pris lui-même l'initiative d'écrire à l'ordre départemental des médecins pour signaler le fait, la multiplication par un même médecin. Alors nous avons rencontré, Alain Sexig et moi-même, l'Ordre national des médecins, nous avons signalé ces problèmes. L'Ordre national des médecins nous a écoutés de manière très attentive et a dit voilà, sa vigilance sur le sujet. Et donc le rapport que nous avons rendu insiste sur la nécessité pour les chefs d'établissement de pouvoir s'adresser directement aux ordres départementaux des médecins, lesquels ont déjà sanctionné des médecins pour ces raisons-là. Mais, et je termine là-dessus, Michel, tout cela ne se fait pas sans difficulté. La première difficulté, elle est d'ordre humain, c'est le manque de médecins scolaires. Le manque de médecins scolaires qui fait que aujourd'hui nous manquons cruellement de médecins qui préfèrent bien sûr voilà, aller travailler ailleurs. Je ne porte aucun jugement là-dessus, c'est juste un constat. D'autre part, nous avons une autre difficulté, c'est l'hétérogénéité des appréciations sur le terrain. Tous les chefs d'établissement ne réagissent pas de la même manière et les directions départementales, enfin les DAZEN, les directions académiques non plus. Tout cela demande bien sûr une cohérence, pour revenir sur ce que disait Médéric tout à l'heure. Nous nous heurtons à quelque chose qui est, je vais le dire très franchement, insurmontable, c'est le secret médical. Parce que si nous avons des médecins qui multiplient les certificats médicaux, l'ordre des médecins peut faire quelque chose. Mais une fois, one shot, eh bien, mon chef d'établissement s'y est essayé, il s'est envoyé faire paître secret médical. Et donc, à partir du moment où, une fois, un médecin dit « oui, il n'y a pas de problème, ma petite malin », eh bien nous ne pouvons absolument rien faire. Ça, c'est de les multiplier. Ce serait de les multiplier. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire, l'état actuel des choses. Alors, juste pour conclure et que les choses soient mesurées quand même, ce sont quand même, bien sûr que satellitement, il existe d'autant plus actuellement durant ce mois-ci, mais c'est quelque chose qui reste mesuré, c'est quelque chose aussi que l'éducation nationale, et notamment sous le ministère de M. Blanquer, a pris en main et gère beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Ça n'empêche pas, évidemment,
l'évitement, ça n'empêche pas des parents complaisants avec leurs enfants ou qui encouragent leurs enfants, mais l'éducation nationale a pris conscience de la situation et fait en sorte, de mon point de vue, mais j'espère que vous le partagerez, de gérer au mieux ces situations. Merci beaucoup. Le dernier intervenant, Richard Senghor, Richard, merci. Non, il ne mange pas ton micro. Merci en tout cas d'intervenir en dernier. Je connais, vous, conseiller d'État, qui a justement éclairé en tout cas la route d'un certain nombre de ta génération et plus jeune. Et il y a quelque chose, moi, qui me frappe dans tout ce qu'on a entendu. C'est quand même le désarroi devant lequel beaucoup, je trouve, acteurs de terrain, peut-être pas seulement des DAZ, des inspecteurs d'académie, j'ai vu des sous-préfets qui n'étaient pas nécessairement bien solides sur leurs jambes pour faire face aux défis auxquels on parle ce soir. Et ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez précisément, vous qui êtes un praticien du droit, qui avez une très grande expérience professionnelle, finalement, quelles sont les ressources que l'on peut mobiliser face à de telles situations qui, d'évidence, ne sont pas toujours connues, vu leur diversité, et surtout pas toujours bien mises en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? On n'est pas seul. Merci. Je vais essayer, tout en étant bref, d'abord en précisant que je m'exprime à titre tout à fait personnel, c'est-à-dire en qualité de membre. Je dis que je m'exprime en qualité de... Mon expression est à titre personnel, en qualité de membre de l'excellent laboratoire de la République. Et puis, fort de mon expérience, en réalité, sur ce sujet, de collaborateur, Jean-Michel Blanquer, en particulier chargé de ce dossier, ça a été évoqué, mais c'est de là que je tire évidemment mon expérience pratique, au-delà de considérations juridiques. Ce que je voudrais dire, et d'une certaine façon, cette expérience, elle repose aussi sur des travaux qui ont pu être menés, déjà lancés par nous-mêmes, par le ministre à l'époque, puisque l'inspection a produit en 2021 un premier rapport qui conclut, d'ailleurs c'est assez intéressant, au milieu d'une difficulté que nous avons pu évoquer ici. Peut-être ce rapport les minimise-t-il, mais il y a déjà un premier élément, c'était une instruction du ministre qui est devenu, je le rappelle, ministre des Sports en 2020. Donc en 2021, nous avons eu ce premier document. Document récent qui vient de sortir, c'est la mission Flash de Doul-Yadan. Bon. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Je reprendrai un petit peu ce qu'a dit Frédéric Thirier, c'est-à-dire que, mais je ne veux pas m'apesantir, il n'y a pas que la laïcité dans la vie. Et je crois qu'à vouloir trop tirer sur la corde de la laïcité, on joue un peu contre les objectifs que nous poursuivons. Je m'explique. La laïcité, nous le savons, c'est un principe de liberté, c'est la règle et l'interdiction et l'exception. Et donc, on est souvent en défensive. Alors déjà, on a beaucoup de travail à faire sur ce terrain-là, et le cas de l'éducation nationale est évident. Ça a été l'objet d'années de travail de 2017 à 2022 de la part de Jean-Michel Blanquer, qui a construit et bâti complètement un dispositif de défense du principe de laïcité au sein de l'éducation nationale. Et ça a été très très loin, parce qu'aujourd'hui encore, le dispositif qui en est né, c'est des signalements quotidiens, c'est un travail de très près avec les services de renseignement, des suivis très très précis de tous ces événements. Ça, c'est quelque chose qui a été conçu par Jean-Michel Blanquer et qui subsiste. Voilà. Sur le terrain du sport, c'était plus compliqué. Tu en conviendras, cher Jean-Michel, sachant que la ministre déléguée n'était pas forcément sur la même ligne que la tienne. Ce que je veux dire par là, c'est que ce dont nous parlons et de ce qui nous inquiète, ce qui nous effraie un petit peu aujourd'hui, relève pour moi aussi, il y a le volet laïcité, mais aussi ce volet, le mot n'a pas été prononcé, me semble-t-il, depuis que nous avons commencé, la question du séparatisme. Alors c'est une formule qu'a lancée le président de la République lors du discours des Mureaux du printemps 2020. Je me permets de signaler ce que officiellement revêt la notion de séparatisme, qui est l'action qui consiste à détruire ou à affaiblir la communauté nationale en vue de remplacer celle-ci par de nouvelles formes d'allégeance et d'identification en rupture avec la tradition démocratique et républicaine. Le séparatisme s'appuie sur une démarche idéologique visant à couper l'individu citoyen de son cadre national. Il s'affirme contre la nation comme source d'identité collective en établissant des clôtures définitives entre les individus et les groupes.
Alors, ce n'est pas une réflexion sociologique, c'est une définition très officielle des pouvoirs publics sur ce que recouvre la notion de séparatisme. Au-delà de cette définition générale, moi ce que j'en retire, c'est qu'à cette époque-là, c'est-à-dire à partir de 2020, a été mis en place, à l'instigation, mais en particulier de Jean-Michel Blanquer, avec le relais très efficace du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a mis en place ce qu'on a appelé les CLIR. Vous avez déjà entendu parler des CLIR, qui sont les fameuses cellules départementales. Je retiens jamais l'expression elle-même, qui est cellule départementale de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. C'est tout à fait ce dont nous parlons. Et ces structures, elles se réunissent tous les mois. Le préfet, monsieur le préfet, vous avez connu cela, tous les mois, ces cellules se réunissent, sous l'autorité du préfet, avec l'ensemble des services de l'État compétents. Je pense bien sûr aux services de l'éducation nationale, très présents à l'époque dans ces débats-là, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, les services de police, les services de renseignement, la politique de la ville, l'URSSAF, la CAF, enfin bref, tous les acteurs dépendants de l'État se réunissent et sur la base de signalements produits par les services de l'État, mais également les élus ou les associations, ce sont véritablement, je ne veux pas dire des descentes, parce que le terme ne serait pas approprié, mais en telle cause, il y a des équipes qui interviennent dans ces structures pour se mener des enquêtes dites 360 degrés. C'est-à-dire qu'on étudie tout, et on regarde ce qui ne va pas dans les comportements, dans les attitudes, dans les détournements. Ça peut être fiscal, ça peut être social, ça peut être des problèmes de laïcité, ça peut être des problèmes qui impliquent des enfants très jeunes qui sont justement pris en main d'une façon inacceptable et qui peut conduire les services sociaux à intervenir pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, je crois que c'est quand même important de rappeler que cet outil des CLIR existe, se réunit chaque mois et intervient sur des dossiers précis. Et de ce point de vue, moi j'ai retenu du rapport récent de Caroline Yadan qu'au fond, pardon, mais je vais dire les choses un peu rapidement, on identifie assez bien les clubs sportifs et les lieux qui soulèvent des problèmes. Alors sans doute sous-estime-t-on la réalité des faits, mais enfin grosso modo, on est sur des pourcentages infinitésimaux. Et donc je pense, puisque il semblerait qu'on identifie assez bien les départements au sein desquels se pose ce type de difficultés, je pense qu'on est en mesure, c'est une question de choix, de volonté politique, existe-t-elle? Je ne sais pas. Moi, à contrario, je sais que sur instruction du ministre de l'Éducation nationale de l'époque et du ministre de l'Intérieur, nous avions même organisé ce qui s'appelait la CLIR nationale, c'est-à-dire au niveau national, nous avions engagé un projet délibéré d'examen attentif d'enquête sur les établissements scolaires, mais les scolaires hors contrat. Je précise que ça a amené quand même à la fermeture d'une dizaine au moins d'établissements qui effectivement étaient complètement déconnants, pour dire les choses de manière un petit peu brutale, mais il est tard. Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point que je vais évoquer, donc il y a la question organisation administrative. Ces outils existent, d'ailleurs il y a des chiffres qui sont assez... L'État ne se prive pas de donner des chiffres, hein. Je vous les révèle, je vous les donnerai, je vous les préciserai si vous le souhaitez. Autre aspect des choses, je crois important à ne pas négliger sur ces affaires-là, et c'est exactement dans le même esprit, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il ne suffit pas d'invoquer à chaque fois le principe de laïcité pour répondre à tous les problèmes qui se posent. Ça, je pense que non seulement c'est une facilité qui ne convient pas sur le plan juridique, mais ne convient pas non plus sur le plan pratique. Et bien sûr, les difficultés peuvent naître de convictions, de croyances, c'est un fait. Mais pour autant, ça ne relève pas du champ de la laïcité, et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que nous disposons de plein d'autres outils. Et si nous sommes convaincus qu'il y a des dérives, et c'est ainsi de précautions inutiles, il faut les utiliser. Je rappelle quand même que la loi de 1905, dont nous parlons beaucoup, il y a un article 31 qui interdit d'exercer, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, toute pression sur les individus pour exercer un culte, faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle, bref, le prosélytisme extrême. Bien, depuis 1905, et la loi a été durcie, la loi de août 2021 sur les valeurs de la République, il y a des dispositions très précises qui permettent de porter plainte contre des actes de prosélytisme. Dans le même ordre d'idée, je rappellerai, c'est le code pénal, c'est jamais facile, mais il
faut savoir ce qu'on veut, si je puis dire. Dans le registre de la menace et de l'intimidation, il y a beaucoup de dispositions particulières en matière de haine en ligne, on le sait bien. Il y a tout ce qui est délit d'entrave. Je le rappelle, et là encore, la loi d'août 21 nous a amené à créer un délit dit de séparatisme. Le délit de séparatisme, c'est pas rien, l'article 433-3-1 du Code pénal qui punit 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, le fait d'user de menaces ou de violences, ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public. Donc ça, c'est un élément extrêmement important dans une politique très volontariste de lutte contre ces dérives et ces comportements qui peuvent mener très très loin. On a la même chose en matière de protection des enseignants, puisque, comme vous le savez, le séparatisme, la loi de 2021, ont fait suite également à l'assassinat de Samuel Paty. Mais on pourrait multiplier les textes sur lesquels nous appuyer pour, par exemple, réaffirmer si besoin était, et se battre véritablement en matière d'égalité homme-femme. Et là, je vous renvoie à tous les codes de la Terre. Vous avez bien sûr le code pénal, vous avez le code du travail, vous avez le code civil qui a été enrichi là également en 2021. Bref, je pense qu'il faut, et j'arrête là parce qu'on pourrait parler aussi des associations, du harcèlement, de la dissolution d'associations. Bref, nous avons une foule d'outils extrêmement importants qui justifieraient sans doute une réflexion un petit peu approfondie mais surtout une démarche très volontaire. Je crois que vraiment on a besoin de volontarisme là-dessus, en dépit des moyens dont il a été dit qu'ils étaient certainement tout à fait insuffisants. Mais voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est que beaucoup de choses sont possibles. La laïcité est un levier parmi d'autres. Ne nous perdons pas dans un débat duquel nous sortirions, je dirais, plutôt affaiblis. Merci. Alors, avant de vous donner la salle, c'est l'ancien praticien qui souhaite donner quand même une arme que tu n'as pas sortie, c'est l'arme du contrôle financier. Tous ceux d'entre nous qui ont géré l'État ont géré des crédits tout à fait considérables pour venir en soutien au monde associatif, pas seulement en politique de la ville, mais en principe, il y a des chartes qui sont signées, c'est pas un mot très républicain, moi je préférais le mot contrat, pour effectivement les choses soient claires et les objectifs soient précis sur les objectifs, des subventions qui parfois sont des sommes conséquentes. Quel contrôle sur les associations, les organisations, peu importe leur statut, bénéficiaires de fonds publics? C'est intéressant de le vérifier, qu'il y ait vraiment un travail de fond qui soit pour poursuivre ton questionnement. Qu'est-ce qu'on met en œuvre aujourd'hui dans tous les dispositifs d'intervention des finances de l'État, des collectivités territoriales, ça c'est l'impôt qu'on paye. Quels sont les contrôles qui sont faits pour s'assurer que les valeurs des organisations que nous subventionnons sont en conformité avec tout ce que nous avons dit ce soir? Question que je vous pose, réfléchissez-y, faites-vous embaucher par la Cour des comptes, vous verrez, vous aurez du boulot, je vous le garantis. Mais je ne suis pas sûr que les résultats seront toujours présents, malheureusement.